Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième rencontre, cette deuxième conférence de la série Un parcours d'ethnologue de Mathieu Claverolas, qui est chercheur invité au CIRIAS ici à l'UQAM, mais qui est également sa première affiliation en fait au CIAS à l'EHESS. Alors je te cède sans plus tarder la parole, Mathieu. Merci Mathieu. Donc effectivement, deuxième journée, deuxième rencontre. On était hier à Bénarès pour mon doctorat, focalisé sur une monographie de temple. Et aujourd'hui, je vais passer à mon second volet dans mes études sur l'hindouisme, celui de l'hindouisme à l'île Maurice. Je vais présenter quelques matériaux, sans doute un peu plus dans l'équilibre global de la conférence qu'hier. Mais je vais essayer à nouveau de les contextualiser comme hier dans mon parcours de recherche. Brièvement, déjà l'île Maurice, vous savez sans doute, c'est une île dans l'océan Indien qui, autant qu'on le sache, n'avait pas de population autochtone, qui était colonisée par, entre autres, je fais très rapide, les Français et les Britanniques. Les Français ont développé l'esclavage en provenance d'Afrique et de Madagascar principalement. Et les Britanniques ont développé l'engagisme en provenance d'Inde principalement. Donc l'engagisme, c'est un système de recrutement de main-d'œuvre sur contrat, contrat de 5 ans en général, avec un certain nombre de choses prévues dans le contrat, comme la nourriture, les vêtements, les heures de travail dans la semaine, etc. Souvent, un trajet de retour en Inde est prévu dans le contrat, mais on est dans une relation contractuelle au XIXe siècle avec des paysans indiens, donc on se doute que c'est pas si simple que ça, la garantie contractuelle. Bref, des engagés, il y en a eu un demi-million à peu près d'Indiens qui sont venus à Maurice seulement, 2 millions dans le monde à peu près, dont 500 000 en gros à Maurice entre 1834 et 1907 officiellement. Ces engagés indiens ont remplacé les esclaves africains et malgaches dans la canne à sucre, dans les champs de canne à sucre, mais aussi dans les camps de plantation où ils résidaient les esclaves. Ils ont repris les mêmes travaux, les mêmes lieux de résidence, etc. Toujours au service de la même économie de plantation coloniale, ce qui est crucial. Et ils sont arrivés, donc l'engagisme a été inventé pour pallier l'abolition, le manque de main-d'œuvre suite à l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1834, si je me trompe. Les Indiens sont devenus, les Mauriciens d'origine indienne sont devenus majoritaires à Maurice dès les années 1860. Ça fait un siècle et demi déjà qu'ils sont majoritaires dans la population mauricienne. Pour faire rapide, ils sont majoritairement hindous, aux 2/3 à peu près, mais on compte aussi beaucoup de musulmans et de chrétiens. Et ils sont majoritairement Bhojpuri, c'est-à-dire issus de l'Inde du Nord, pas très loin de Bénarès, dont je parlais hier, mais ils sont aussi Tamouls, Telugu, Marath, etc. Et Maurice est devenue une nation indépendante en 1968. Je parle d'une anecdote avec laquelle je commence aussi mon livre, qui est que lors de mon premier séjour exploratoire à l'île Maurice, que je ne connaissais pas bien, mon hôte m'a invité à un souper où il tenait à me faire découvrir la nourriture créole selon ses termes. Et je me suis retrouvé dans un repas de rougail, donc une nourriture effectivement que je ne connaissais pas, mélange tomates, oignons, piments, qu'on retrouve dans toutes les cuisines de l'océan Indien. Et puis ensuite, on a enchaîné avec des samosas et un curry de poisson. Des saveurs que je connaissais bien mieux et qui me rappelaient mes expériences de l'Inde et qui étaient présentées comme typiquement créoles. Et cette anecdote m'a suivi jusqu'à maintenant parce que je la trouve exemplaire d'un rapport très complexe, en fait très ambigu et parfois contradictoire de l'indianité à la créolité qui définit, c'est un peu ce rapport indianité-créolité qui définit l'identité et les enjeux identitaires à l'île Maurice. Ce qui m'intéresse au-delà de cette anecdote, c'est qu'on retrouve les mêmes enjeux à l'échelle académique, avec un supplément de susceptibilité politique.
Comme ça, le premier texte crucial et excellent sur l'indianité à l'île Maurice a été publié en 1961 par Burton Benedict, un anthropologue britannique, qui décrivait, entre autres, de jeunes indiennes, avec tous les guillemets qu'il faut, donc mauriciennes d'origine indienne, qui avaient des relations sentimentales ou amoureuses prémaritales. Des anthropologues indiens ont lu le texte, ont commenté, ont fait des recensions de ce texte-là, et ont fait la moue en commentant les Indiens à l'île Maurice nous ressemblent beaucoup, mais il n'y a pas du tout de ça chez nous, en désignant ces relations sentimentales prémaritales. Donc, à Maurice, ces Indiens n'étaient pas assez indiens quand on les regardait du point de vue de l'Inde. Sauf que Burton Benedict a aussi décrit l'endogamie de caste à Maurice, le fait de se marier d'abord avec, autant que possible, à l'intérieur de sa caste, avec quelqu'un de la même caste que soi. Là, c'est les autorités mauriciennes, pour qui la caste est très politiquement incorrecte, qui ont tiqué. Plus que ça, elles ont déclaré Burton Benedict persona non grata à vie. Il n'a jamais pu retourner à l'île Maurice après avoir publié ce texte excellent, très respectueux, mais qui mentionnait les castes à l'île Maurice. Donc, du point de vue mauricien, les Indiens étaient cette fois un peu trop indiens pour Maurice. Et pas grand-chose a changé depuis, puisqu'un texte, excellent texte d'un anthropologue mauricien, mais qui a travaillé avec une chercheuse française, je crois, ou suisse, a été publié en 2009 et a été aussitôt retiré des librairies et des bibliothèques à Maurice parce qu'il mentionnait à nouveau les castes et le rôle des castes dans la dévotion hindoue et dans les affiliations politiques. Donc, pas beaucoup de choses. Donc, le rapport à l'indianité semble passionnant d'emblée. Il est structurant, c'était mon hypothèse et elle s'est révélée exacte. Et je voulais creuser cette affaire-là avec un postulat de départ qui était que la configuration mauricienne de l'indianité et de l'hindouisme vaut pour elle-même. Je ne veux pas l'étudier à partir des emprunts faits à l'Inde, des évolutions à partir de l'Inde, de la référence indienne. Ce n'est pas un sous-produit de l'Inde, la configuration mauricienne. Elle n'est pas moins authentique, etc. Je voulais l'étudier pour elle-même. Et j'ai rapidement intégré ma question de départ, ce qui était comment l'hindouisme en tant que religion, qui est souvent perçue comme inapte à s'exporter, à aller en dehors de l'Inde, comme exclusivement indienne, liée au territoire indien, comment cet hindouisme a pu s'exporter et de fait s'adapter en dehors de l'Inde. Alors Maurice, c'est une terre créole, une autre notion qu'il faut essayer de clarifier, même si c'est compliqué. Quand je dis une terre créole, ça veut dire une terre née de l'esclavage colonial, de la rupture violente avec les racines et de la cohabitation également violente au sein du système de plantation avec d'autres cultures, entre cultures d'origine africaine, d'origine européenne, d'origine indienne, qui ont tout en commun d'être déracinées. Pas forcément de la même façon, puisque je me garderai de comparer le déracinement des Européens ou le déracinement des Africains ou des Indiens, mais toutes ces cultures ont inventé ensemble une culture nouvelle et originale, c'est ça la créolité. Donc la société de plantation a été la matrice d'une créolisation de toutes les identités et de toutes les religions. D'où le titre que je donnerai à mon ouvrage, qui est « Quand l'hindouisme est créole ». Un hindouisme créole, pour moi, c'est un hindouisme qui a intégré les structures de la société de plantation, les logiques de la société de plantation, par exemple la hiérarchie socio-raciale, l'organisation territoriale de la plantation, etc., qui a intégré tout ça dans ses lieux de culte, dans son panthéon, dans son langage, dans ses rites, etc. Si je reviens à mon parcours, comment se fait le virage de Bénarès au lieu de l'orthodoxie hindoue vers l'hindouisme créole à Maurice? D'abord, pour des raisons qui sont liées à mon parcours personnel. Il se trouve qu'après ma thèse, j'ai passé 6 années de purgatoire sans poste, donc sans possibilité de terrain véritable financé au-delà de 3 semaines. Ce qui fait que 6 ans après, quand j'ai été recruté donc
au CNRS, j'avais un peu hâte d'avoir un nouveau projet, de rebondir sur quelque chose d'un peu nouveau et sur le long terme. Et il se trouve que j'avais 2 jeunes enfants, ce qui rendait l'aventure mauricienne beaucoup plus crédible, pour être tout à fait honnête, que l'aventure à Bénarès, retourner à Bénarès. Donc, il y a ce facteur-là très clairement. À cela s'ajoutaient des raisons liées à l'enquête précédente, à mon enquête à Bénarès dont j'ai parlé hier. C'était une thèse qui était inscrite dans un temple, très monographique. Donc, j'avais prolongé par des mini-enquêtes dans d'autres temples à Bénarès ou sur le pèlerinage à Bénarès, mais enfin, globalement, mes matériaux avaient été épuisés au moment de la publication de ma monographie de temple. C'est un peu le contrepoint d'une monographie, on se concentre, mais il n'y a pas tellement de déchets comme il peut y en avoir sur une enquête plus globale où on publie une partie et puis il reste des aspects à creuser. J'avais un peu fait cette enquête monographique qui me laissait assez peu d'autres choix d'alternatives plutôt qu'il fallait que je reparte sur autre chose. Et vient là-dessus des raisons qui ont été académiques, on peut dire, à ce passage à Maurice, puisque j'ai rencontré au Centre d'études de l'Inde à Paris, où je travaillais, Catherine Servan-Schreiber, une collègue, qui se battait à l'époque pour faire reconnaître au sein du Centre d'études de l'Inde l'intérêt des études de l'indianité en dehors de l'Inde. Et ce n'était pas facile, il y avait un certain nombre d'obstacles à cela, académiques. Et moi, je trouvais l'aventure absolument fascinante et j'ai suivi Catherine Servan-Schreiber dans son projet. À mes yeux, l'île Maurice présentait beaucoup d'attraits. D'une part, j'ai trouvé la créolité, qui est une littérature que je trouve absolument fascinante et qui, en plus, est un champ d'études qui est stimulante pour l'anthropologie, puisque la créolité conteste la centralité des racines identitaires. Donc, je trouve ça intéressant de confronter l'anthropologie à ce genre d'idéologie, on peut dire, puisque la créolité, jusqu'à un certain point, est aussi un projet politique et idéologique. Surtout à Maurice, j'allais avoir affaire à une indianité qui est héritée des villages indiens, de la ruralité du 19e siècle en Uttar Pradesh, au Bihar. Donc, j'étais dans un contre-pied de l'hindouisme brahmanique de Bénarès, que j'avais étudié dans mon volet précédent, et vous vous souvenez peut-être que certains regrets avaient été formulés au moment de la soutenance de ma thèse, quand elle se focus sur un hindouisme savant. Là, j'allais pouvoir prendre un peu de distance, même beaucoup, par rapport à cet hindouisme savant, et ça m'intéressait. Et puis, d'un point de vue plus méthodologique, étudier à l'île Maurice en 2007, quand j'ai commencé à le faire, c'était radicalement différent que étudier à Bénarès. J'ai expliqué comment à Bénarès, on devait affronter une bibliographie absolument hallucinante sur Bénarès, l'Inde, l'hindouisme, les temples hindous. À Maurice, j'ai eu une année de préparation pour travailler sur, en particulier, l'hindouisme mauricien, sans aucune prétention. J'avais fait le tour de la bibliographie sur l'hindouisme mauricien. Donc, on peut saisir l'ensemble de ce qui a été écrit sur le sujet, ce qui promet une entrée sur le terrain radicalement différente à celle qu'on peut avoir quand on arrive à Bénarès pour travailler sur un temple hindou. C'était un projet complètement nouveau. Donc, ce qui est resté, par contre, de Bénarès à Maurice, c'est un focus sur l'ethnographie que je voulais maintenir. J'ai pensé à un moment faire une monographie de temple, comme je l'avais fait à Bénarès. Il se trouve que je n'ai pas trouvé de temple qui s'y prête suffisamment, donc j'ai renoncé à cette idée-là. Et puis, je me suis orienté vers plusieurs monographies de village, histoire de vie, monographie thématique, etc., plutôt qu'une seule monographie. Et puis, j'ai poursuivi mon focus méthodologique vers qui prônait une attention aux pratiques religieuses plutôt qu'aux discours et aux idéologies. Ça, je l'ai suivi de Bénarès à Maurice, d'autant plus que dans le monde créole, les discours ont une tendance à prendre beaucoup de place. Donc, dans le monde créole, c'est le cas. Dans le champ religieux, c'est le cas aussi. Donc, j'avais une attention particulière aux pratiques et une volonté de prendre au sérieux le religieux et les pratiques religieuses, c'est-à-dire de ne pas les restreindre à leur pouvoir identitaire ou à leur
le discours politique qu'ils pouvaient porter en eux. Donc, j'ai organisé une année de terrain avec différentes enquêtes, comme je l'ai dit. Je vais présenter aujourd'hui deux de ces sous-enquêtes, quelque part, celle sur un prêtre tamoul mauricien et celle sur les castes dans les communautés indiennes à Maurice. J'avais parlé d'une troisième présentation sur les villages à Maurice, mais je ne vais pas le faire parce que c'est un peu ambitieux et je crois qu'il aurait dû tout dire trop vite. Donc, on pourrait y revenir de la question si on veut. La présentation sur le prêtre tamoul, la présentation sur les castes que je vais présenter aujourd'hui, c'est deux articulations différentes de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce rapport indianité-créolité, et que je vais essayer de rapidement parcourir ici avec vous. Donc, non seulement à l'île Maurice, on peut faire le tour des différences avec l'Inde de la bibliographie, en tout cas à l'époque, parce qu'elle est en 15 ans, elle s'est bien nourrie aussi. Mais on peut faire aussi le tour de l'île Maurice concrètement. Donc, quand on vient de l'Inde, ça change assez radicalement de pouvoir faire un premier séjour exploratoire à l'île Maurice de 15 jours, et on peut faire le tour de l'île, prendre à peu près tous les chemins de l'île si on est un peu déterminé. C'est vraiment une approche du terrain complètement, fondamentalement différente et assez fascinante. Moi, j'avais choisi de le faire en voiture, donc j'ai pu aller à la fois sur les routes, traverser les bourgs, les villages, sur les bords de mer aussi, qui sont très intéressants du point de vue du balisage religieux des bords de mer, et dans les champs de canne à sucre, où se trouvent un certain nombre de lieux. C'est fascinant parce que le nombre de lieux de culte à l'île Maurice, le mètre carré, est assez impressionnant. Donc, si on prend un exemple concret, celui d'une ville, d'un village, une grosse bourg de 20 000 habitants à l'intérieur des terres, Goodlands, c'est son nom, il est cerné par les plantations de canne à sucre. On y trouve plusieurs lieux de culte catholique, des lieux de culte évangéliques également, des lieux de culte musulmans, et on trouve, du point de vue hindou, au moins 4 temples Bhojpuri, qu'on appelle mandir, donc Inde du Nord, dont un de l'Arya Samaj, un temple Telugu et au moins 2 temples Tamoul, donc issus du sud de l'Inde, en plus de 3 petits temples qu'on appelle des Kalimai qui sont liés à la plantation. Et ça, c'est très approximatif parce qu'il y en aurait d'autres si on rentrait dans les détails à citer. La plupart sont en cours de transformation ou d'agrandissement. Donc, on est dans un chantier qui, évidemment, n'est pas seulement un chantier concret, c'est aussi un chantier de transformation idéologique de l'hindouisme mauricien. C'est ça qui m'intéresse. J'ai donc choisi de m'installer à Goodlands, et c'est là que j'ai rencontré le prêtre dont il va être question ici, qui s'appelle Selven. En fait, c'était un hasard. J'allais à la banque, et la rue principale où se trouvait la banque était bloquée par une procession, comme il y en a à peu près toutes les semaines, de dévots qui faisaient une marche sur le sabre. J'ai suivi les dévots, ils m'ont mené dans le temple, que j'ai découvert à cette occasion-là. J'ai passé la journée à observer et à discuter dans le temple. Je n'ai pas dérangé Selven, puisque c'était l'officiant principal, il était bien occupé, mais quand je suis revenu le lendemain, il m'a reconnu et on a engagé la discussion, et depuis 15 ans, ça n'a à peu près jamais arrêté. Donc, c'est une relation vraiment suivie et on a même des projets ensemble encore aujourd'hui. L'idée d'une histoire de vie de Selven s'est imposée au fur et à mesure de nos discussions. Ça remplissait mon carnet de notes et au bout d'un moment, j'avais vraiment l'envie d'en faire quelque chose. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de vie, comme outil méthodologique, c'est cette idée de parcours et d'enchaînement qui sont révélateurs et qui en même temps ne cèdent pas à la dictature d'une hyper-cohérence ou d'une hyper-représentativité. On reste quand même dans un certain nombre, quand on creuse, de paradoxes, de choses pas claires, de contradictions, que je trouve d'autant plus intéressantes. Je pense qu'il est très rare qu'une histoire individuelle ne fasse rigoureusement aucun écho à une structure culturelle ou historique englobante. Ce qui fait que moi, je n'ai pas tellement de soucis avec le fait que ce n'est pas totalement représentatif. Je pense que ça nous dit quelque chose de la culture assez fatalement. Mais l'histoire de vie, ça reste une actualisation individuelle
de cette structure. Donc l'acteur, abstrait, un petit peu abstrait, est forcément sorti de ça. On est obligé de ménager un peu de place à l'individu dans notre analyse, et c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Je pense que c'est l'histoire de vie, c'est une méthode purement ethnologique, quelque part, parce que ça dépend de cette relation d'empathie, de réciprocité, de long terme entre l'ethnologue et un interlocuteur, ce qui correspond bien à l'ethnologie telle que je la conçois. Une enseignante me parlait même d'un quelque chose de l'ordre du transfert qui serait nécessaire, presque psychanalytique, entre l'informateur et l'interlocuteur et l'ethnologue. Ce que je me demandais en faisant l'histoire de vie de Selven, c'était quelles sont les traces de l'indianité et de la plantation qui sont visibles dans sa vie, dans son rapport à l'hindouisme et dans le temps où il travaille. Rapidement, Selven a 27 ans au moment de l'enquête, il est très jeune, moi j'en ai 37 à l'époque. C'est un officiant tamoul chargé d'un temple, donc à Gumans. Il s'est découvert très vite, très jeune, une vocation de dévot pour la déesse, ce sont ses termes, et de prêtre. D'après ces mots, dit « J'ai toujours aimé les idoles ». Selven explique qu'il a beaucoup appris de son grand-père très très jeune, qui était un spécialiste religieux sur la plantation de canne à sucre, qui pratiquait une religion populaire qu'on appellerait magico-religieuse, en gros. En créole, ça veut dire faire des systèmes. Comme ça qu'on traduit les choses. Il ne savait pas lire, il ne parlait certainement pas le tamoul, ce grand-père qui a donné les bases à Selven. Puis à 11 ans, Selven apprend auprès d'un prêtre, cette fois indien, immigré à Maurice depuis une vingtaine d'années. Puis Selven s'inscrit à une formation d'hindouisme donnée par la fédération, la Mauritius Tamil Temple Federation, qui fait une formation à la prêtrise. Formation que Selven complète à 18 ans en partant 6 mois en Inde, dans une école auprès d'un gourou, au Tamil Nadu. Et puis il revient, il est affecté par la fédération à un temple dont il prend les rênes. Selven se rend tous les ans, plusieurs semaines en Inde, et il agit comme une sorte d'intermédiaire avec Maurice. Il est très bien inséré dans un réseau de prêtres qui peuvent venir travailler à Maurice, d'architectes aussi pour les nouveaux temples, d'artisans pour peindre les temples, sculpter, etc., de musiciens, et également pour des objets rituels qui sont nécessaires pour le chantier de tous ces temples à Maurice et que Selven fait venir par container entier à Maurice. Alors, je me suis demandé quel est le statut et comment se construit l'autorité religieuse pour un prêtre hindou mauricien qui, a priori, a perdu un certain nombre des repères, des références cruciales de l'autorité religieuse dans l'hindouisme. En guise de terminologie, Selven est désigné simplement comme le prêtre en créole. C'est comme ça qu'il se désigne également. Ce qui est assez étonnant, parce que son grand-père était désigné comme le Pusari en tamoul. Mais aujourd'hui, Pusari, ça fait un peu sorcier, ce sont les termes de Selven, et donc c'est le tamoul qui est devenu dévalorisant au fur et à mesure des générations. Ce qui est à contre-courant de ce qui se passe à Maurice, où il y a une tamoulisation de tout le vocabulaire religieux, puisqu'avant le temple s'appelait une chapelle, la puja c'était la prière, et maintenant on commence à parler de poussée, de puja, de kovil, etc. On décatholicise le vocabulaire, mais pour prêtre, on conserve prêtre pour une raison qui est que le terme tamoul est dévalorisé. Donc, c'est un bon exemple de cette complexité du rapport indianité-créolité, raccourci, mais assez bon exemple. Du point de vue des catégories statutaires hindoues, Selven dit qu'il est né dans une caste non brahmane et qu'il est devenu brahmane, ce qui est, pour ceux qui connaissent l'Inde, un contresens par rapport à l'orthodoxie hindoue, où l'on hérite sa caste à sa naissance. Lui est devenu brahmane, il a été initié quand il avait 20 ans, par un prêtre brahmane indien qui est venu s'installer à Maurice, celui-là même qu'il avait formé.
Et là encore, l'enjeu dépasse Selven, puisqu'il existe à Maurice une véritable tension entre les prêtres qu'on fait venir d'Inde et qui sont des brahmanes, et les spécialistes religieux qui sont nés de la plantation et qui, eux, sont mauriciens et ne sont absolument pas brahmanes. Les travaux de Pierre Estrouillet expliquent ça très très bien. Je me suis intéressé aussi au rapport de Selven à l'orthodoxie, pour essayer de comprendre ce rapport indianité-créolité, et en fait aux orthodoxies. D'un côté, il y a un rapport à l'orthodoxie savante. Et à ce niveau-là, Selven représente un peu ce qui se passe à Maurice, c'est-à-dire qu'il y a une tendance vers l'évolution vers une orthodoxie savante. C'est-à-dire qu'on purifie la religion de tout ce qui est populaire, et Selven va critiquer tous ces dévots mauriciens qui ne connaissent pas l'hindouisme, qui sont superstitieux, etc. Et d'autre part, en l'occurrence, on veut purifier la religion tamoule locale de toutes les influences nord-indiennes. On parle d'une acculturation des Tamouls à Maurice par les Bhojpuris, par les Nord-Indiens qui auraient acculturé la population tamoule. Mais là aussi, Selven sait prendre ses distances et la Fédération des temples tamouls veut que ces temples ne fassent la prière que en tamoul. Et lui a su imposer le tamoul et le sanskrit parce qu'il trouve que c'est très efficace, un mantra sanskrit, et qu'il ne veut pas s'en priver. Donc, il a su imposer une certaine prise de distance par rapport à l'orthodoxie mauricienne locale. Et surtout, il continue à apprendre des pratiques populaires d'antan, celles de son grand-père. Il apprend à guetter, donc en créole à regarder, à chercher, c'est-à-dire à lire le dessin, à sortir les choses magnifiques et à faire ces systèmes, donc ces ensembles de pratiques magico-religieuses, que localement on décrira comme la sorcellerie, qui sont très mal vues par la fédération des temples, mais que tout le monde sait qu'ils pratiquent et tout le monde y a recours. Et même si c'est un pan de son activité bien distinct de son office dans les grandes cérémonies auxquelles il participe. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement complexe. Pareil pour le rapport de Selven à l'orthodoxie indienne. D'un côté, c'est sûr que Selven ne peut que s'enthousiasmer pour l'Inde et le Tamil Nadu. C'est la source de sa religion, il le dit, de sa connaissance aussi. Et c'est là où sont ancrées ses divinités. Il raconte, très ému, comment sa divinité de prédilection lui est apparue lors d'un séjour en Inde, comme par hasard, pas du tout à Maurice. Donc, il y a un attachement réel à ce niveau. D'un autre côté, si je cite Selven, l'Inde, c'est beaucoup de poussière et de maladies. On se fait escroquer quand on va dans les temples, on se fait voler ses chaussures à l'entrée des temples. Bref, il y a une image très négative des réalités indiennes. Et plus fondamentalement, les Indiens ont un tort principal qui est, pour les Mauriciens, d'avoir introduit la caste dans l'hindouisme, ce qui pose un gros problème vis-à-vis du prestige possible de l'orthodoxie indienne. Et en fait, là, le point d'accroche le rapport de Selven à l'orthodoxie, c'est qu'il respecte énormément les pratiques religieuses de son grand-père et de la plantation. Et ça l'amuse beaucoup de raconter comment un temple voisin à Goodlands avait recruté un prêtre brahmane venu de l'Inde contre ses conseils. Et au moment de la marche sur le feu, qui est un peu l'apogée de la vie rituelle annuelle à Maurice, du temple, ils ont dû faire venir un prêtre mauricien, parce que lui savait comment eux faisaient, selon les termes. Donc, la référence indienne, dans tous les cas, peut être prestigieuse, mais doit être complétée par un savoir-faire qui, lui, est mauricien. Et ça amusait beaucoup cette. Donc, je crois que le prestige de Selven, parce qu'il a vraiment une autorité supérieure à la moyenne des prêtres à Maurice, il vient justement du fait qu'il articule à la fois des racines indiennes et des racines issues de la plantation mauricienne. C'est ça qui fait son autorité et qu'on voit bien dans sa maîtrise des langues en particulier, puisqu'il maîtrise le tamoul, ce qu'aucun des prêtres issus de la plantation mauricienne ne fait, et qu'en même temps, il maîtrise le créole, ce qu'aucun des prêtres indiens venus du Tamil Nadu ne fait. Donc, il a une espèce de complétude que très peu d'autorités religieuses hindoues ont à l'île Maurice. Wow. Je suis un petit peu en retard.
Je vais passer à mon deuxième cas d'étude sur les castes, qui est bien différent par beaucoup d'aspects. J'ai beaucoup aimé l'histoire de vie de Selven. Moi, je m'y sentais pleinement ethnologue, d'enquête long terme, comme j'ai raconté. Et oui, je pourrais revenir sur les limites de l'histoire de vie, mais pour moi, à nouveau, elles ne sont pas rédhibitoires, elles peuvent être encadrées. Si on est vigilant par rapport à ça. Il faut que je fasse acte de présence. C'est vrai qu'il fallait juste que je... Gabriella, c'est ça, tu peux fermer ton micro et continuer à faire acte de présence. Non, mais je vous écoute en même temps. Je ne peux pas faire mieux, je suis désolée. Oui, comme pour ce que j'ai dit hier, je pense que les limites dont il faut être conscient quand on utilise l'histoire de vie comme méthode peuvent être encadrées. En particulier, j'ai fait d'autres histoires de vie moins poussées, mais d'autres prêtres à Maurice qui permettent d'encadrer. Et puis mes autres enquêtes dialoguent à Maurice avec cette histoire de vie sur Selven, en particulier ce que je vais dire sur les castes. Donc je pense qu'on peut très bien encadrer ce qu'on dit dans une histoire de vie et rester vigilant sur les limitations de cette méthode, comme de toute méthode. Toujours est-il qu'à l'opposé de ce type d'exercice, une histoire de vie, j'ai dirigé pendant 2 ans une équipe de recherche qui travaillait sur les castes à Maurice. Au nom de la Truth and Justice Commission, donc une commission commanditée par le gouvernement mauricien, qui devait reconnaître les violences de l'esclavage et de l'engagisme à Maurice et proposer un certain nombre de propositions pour œuvrer pour la réconciliation nationale. Et l'enquête avait un grand nombre de chapitres, de sous-chapitres, dont un sur les castes qui m'a été confié. On a choisi de recueillir les discours des individus âgés de plus de 65 ans qui étaient nés dans la plantation, qui avaient vécu souvent jusqu'à aujourd'hui dans la plantation. J'ai beaucoup apprécié et beaucoup appris, même si je ne cacherai pas que ce n'est pas le mode d'enquête que je préfère, l'enquête collective, mais j'ai énormément apprécié et surtout j'ai eu accès à des matériaux auxquels je n'aurais jamais eu accès tout seul, donc c'est extrêmement riche. Mon interrogation derrière cette enquête commanditée, c'était est-ce qu'il existe un système de caste dans l'hindouisme à Maurice et sous quelle forme? Et ça impliquait 2 défis radicalement différents. Le premier, c'était un défi envers l'indianisme, quelque part. Donc, il fallait que j'articule caste, Inde et hindouisme. Donc, est-ce qu'il existe un système de caste, est-ce qu'il existe un système de caste en dehors de l'Inde? Est-ce qu'il existe un hindouisme hors de l'Inde? Est-ce qu'il peut exister un hindouisme sans système des castes? Bref, des questions qui, dans le champ de l'indianisme, ressemblent un petit peu à des bons ou des jolis défis. Un autre défi beaucoup plus pragmatique et local, c'était qu'il fallait briser un silence sur un sujet hautement tabou dans la société mauricienne et très peu étudié. Alors, qu'est-ce qu'on sait et on dit de la caste à Maurice? Au premier abord, les individus disent qu'ils ignorent tout de leur appartenance de caste. Et pour tous, y compris les institutions représentatives de l'hindouisme, la caste, c'est une antiquité barbare, indienne, périmée depuis l'engagisme, depuis qu'on s'est installé à Maurice et qu'on a fait de l'hindouisme quelque chose d'autrement plus nouveau. Pourtant, automatiquement, on sait que la plupart des sous-communautés indiennes à Maurice se sont regroupées en associations socioculturelles, c'est le terme officiel, qui en fait sont des groupements par caste. Il y a l'association des Baïches, il y a l'association des Chamars, etc. Et même l'association de l'Arya Samaj, qui est donc une organisation hindou-réformiste censée critiquer les castes, s'est scindée en 2 sur base de caste avec une Arya Samaj intouchable. Globalement, les analyses de la société mauricienne reprennent une part importante de ce discours local, c'est-à-dire que globalement, la caste a disparu ou est une réalité résiduelle, inopérante à l'île Maurice.
Ce qui me pose assez rapidement deux sortes de problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un jugement qui repose souvent sur une perception erronée du système indien. C'est-à-dire, on voit le système indien comme extrêmement rigide, sans possibilité de mobilité, sans possibilité, et qui est un système qui est quotidiennement avéré en Inde. Donc, si il y a une évolution à Maurice, c'est que ça vient de l'histoire mauricienne. Ça ne peut pas être le système des castes, ça doit être autre chose. Ça doit résulter de l'engagisme, puisque les castes ne changent pas en Inde, sont hyper rigides. Et l'autre chose, c'est la perception très superficielle de la réalité mauricienne, puisqu'on dit qu'on ne parle jamais des castes à Maurice. Donc, c'est que ça n'existe pas. Parce qu'on suppose qu'en Inde, c'est un sujet courant, quotidien, et qu'on échange sur les castes et qu'on se présente sur les castes. Donc, si on ne parle pas des castes à Maurice, ça doit être que c'est réservé à l'Inde, ce système. Alors, c'est un petit peu caricatural et je le fais parce que je suis un peu pressé, mais c'est vrai que le quotidien mauricien est des fois assez bluffant. Il y a peu de cas, des critères hindous de pureté, par exemple, et c'est très classique d'entrer dans un temple à l'heure de la prière et sur la galerie du temple, on voit des dévots qui se reconnaissent et qui se font la bise sans aucune attention à la salive, qui est un élément extrêmement impur et qui devra interférer au moment du culte dans un lieu. Donc, on voit que certaines choses ont changé dans la logique de la pureté qui est à la base du système. Ce qui m'intéressait surtout, et qui m'a paru crucial pour me lancer là-dedans, c'est que le tabou est omniprésent sur la caste. Donc, ça veut dire que la caste existe. Je suis parti de ce principe-là un peu, ouais, ça me paraissait évident. L'enquête elle-même a été versée sous un euphémisme qui s'appelait Social Stratification Project. Je vais travailler sur les castes, puis finalement c'était Social Stratification Project. Et puis elle a été mise directement sous la responsabilité du Prime Minister Office, parce que les castes sont à Maurice, c'est un Reserved Research Areas. Je crois qu'il y en a 3. Je ne pourrais plus vous dire les 2 autres, dont les castes. Il faut être spécialement accrédité pour faire une enquête dessus. Et puis, s'il faut un autre indice, pendant notre enquête en 2010, un magazine a fait sa une sur les castes à Maurice, un magazine mauricien d'Express. Il a été brûlé en public par un front commun hindou qui regroupait plusieurs associations militantes. Donc, si les castes n'existent pas, j'aurais été étonné. Nous-mêmes, on parlait dans le groupe, on fermait les portes. C'est assez intéressant à ethnographier même notre attitude à l'intérieur du groupe. Parce qu'en fait, on finit par parler des castes, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça peut être discrètement, etc., où on commence à dire que c'est les autres qui ont des castes, ou que c'est les femmes qui ont des castes, et que c'est les femmes qui, au moment de marier leur fille, parlent des castes, mais avant, on ne savait pas trop, etc. Donc, les castes réapparaissent assez rapidement dans les discours, et en particulier la fierté d'appartenir à une caste de haut niveau, ou le dégoût au moment d'évoquer simplement le nom de caste Chamar, de caste intouchable, etc., où automatiquement on voit la caste qui réapparaît dans les discours. La question c'était, la caste existe, est-ce que le système des castes existe? Est-ce que la logique structurelle de la pureté hindoue, la pollution existe? Et ça, on ne pouvait pas poser la question directement, évidemment, mais on ne pouvait pas non plus aborder la caste trop frontalement. Donc, on a posé des questions sur les critères types de la pureté dans l'hindouisme, c'est-à-dire sur le mariage, sur la commensalité, sur la dévotion, etc. Et bon, d'après les spécialistes, les historiens de l'engagisme, il semble qu'on retrouve dans l'engagisme un panel assez représentatif des castes de la société rurale du 19e siècle en Inde. Ce qui veut dire que les règles d'endogamie ont dû s'adapter probablement, mais ont probablement pu se perpétuer également. Elles ont dû évoluer, donc à nouveau, elles ont évolué en Inde également, elles ne cessent d'évoluer, donc ça ne pose pas de problème. Dans tous les cas,
L'enquête a démontré que l'endogamie de caste, se marier avec quelqu'un dans la même caste, souffre des exceptions, c'est sûr, mais ça reste le mariage préférentiel, ce qui m'intéresse déjà. Et on est arrivé aux mêmes conclusions pour la commensalité. Des anciens du camp disaient que dans le camp de plantation, tout le monde partageait l'eau de la rivière, il n'y avait pas d'amont et aval, par exemple, c'est intéressant, et que tous utilisaient le même puits. Mais on précisait automatiquement, mais pas le même loteur, pas le même récipient. Ce qui est un indice qui, pour un indianiste, fait tilt automatiquement quant à la perpétuation du critère de la pureté. Et en allant plus loin, on se rend compte que les individus de haute caste n'acceptent pas de nourriture et d'eau d'un individu de basse caste dans le camp, que durant les mariages de haute caste, la nourriture était préparée par des membres de haut statut, que tout le monde était invité, mais que les basses castes étaient servis à part et en dernier, et qu'il y avait même des gardiens à l'intérieur du camp qui étaient assermentés pour vérifier le respect de ces conditions. Donc là, on n'a plus tellement de doutes sur la perpétuation du système des castes en tant que tel. À mon avis, c'était ma conclusion. La conclusion, c'est surtout que la caste a sans conteste évolué avec l'engagisme et avec la plantation, mais que la caste a aussi évolué en Inde depuis un siècle et demi, où ça peut être avec l'urbanisation, avec les classes sociales, tout ça a été énormément étudié, mais qu'il me semble que personne ne s'aviserait de conclure que la caste a disparu en Inde pour autant. Donc, je me garderai de faire cette conclusion-là pour Maurice. Je conclue très très rapidement. Les deux exemples que j'ai essayé de développer, j'ai essayé de les équilibrer sciemment. Selven penche un peu du côté de la créolité à l'île Maurice et les castes penchent un peu du côté d'une indianité à l'île Maurice. Mais il me semble que la richesse de ces deux cas, c'est qu'il faut les considérer chacun d'entre eux avec ensemble un traitement de l'indianité et de la créolité et ce rapport-là qui s'articule différemment et de façon complexe, mais qu'il faut refuser cette tentation qui est présente sur place, qui est présente dans les discours locaux, dans les discours des élites sur place et dans les discours des chercheurs, qu'ils soient mauriciens ou occidentaux, d'opposer et de choisir un camp entre le tout indianité qui explique tout l'île Maurice par l'indianité ou alors le tout créolité qui explique tout l'île Maurice à travers la créolité. Il me semble que ça rend assez peu hommage aux complexités et à l'intérêt du contexte local. Et c'était un peu le sens de mon sous-titre, indianité, donc quand l'hindouisme est créole, indianité et plantation, parce que ça me semblait les deux référents qu'il fallait articuler ensemble pour rendre compte de l'île Maurice. Alors, il se trouve que le titre, par contre, quand l'hindouisme est créole, il y a une petite histoire que je pourrais raconter, mais il a déplu à certaines oreilles, en particulier aux élites mauriciennes hindoues, parce que lui, il sonnait un peu trop du côté de la créolité. Et associer hindouisme et créole dans un titre d'un ouvrage académique écrit par un chercheur français en 2020, en 2016, ça a un petit peu déplu. Et d'autant plus qu'entre le temps où j'ai commencé mon terrain en 2007 et la publication du livre 10 ans plus tard, il y a eu des évolutions idéologiques locales assez fortes et avec une référence à l'authenticité indienne qui est de plus en plus forte, une volonté de se désolidariser du reste de la population mauricienne qui n'est pas indienne, qui est aussi de plus en plus forte. On n'est pas des descendants d'esclaves, nous, c'est un peu l'idée, et que ça prend de plus en plus de place dans les débats locaux, en particulier avec l'Inde qu'on connaît aujourd'hui, et en particulier avec le développement des diaspora studies dont on parlerait demain, et qui ont rajouté une couche à cette idée d'une mise en réseau, d'une indianité universelle et à laquelle les Mauriciens pouvaient se rattacher. Ouais, je suis désolé, j'étais un peu long. Très bien.
Merci à nouveau, Mathieu. Moi, j'ai plein de questions, mais je pense que je vais laisser premièrement la possibilité aux autres de poser leurs questions. Oui, Frédéric. On a beaucoup parlé de Tamoul. Il y a des gens aussi qui viennent du Nord. Quelle est la relation entre les deux sous-communautés? Est-ce qu'il y a des Malabars aussi en Maurice ou c'est juste à La Réunion? Alors, On va confondre les deux îles, là, mais ouais. les Kéralais sont là. Donc, Malbar à Maurice, c'est Tamoul. Donc, en fait, c'est tous ceux qui sont issus d'Inde du Sud, on va dire. La proportion, en gros, c'est les 2 tiers des hindous, des Indiens venus à Maurice qui sont issus d'Inde du Nord. Seulement 1 tiers venus d'Inde du Sud. Et la relation, elle est cruciale entre Bhojpuri, donc Inde du Nord, et Tamoul. Elle est cruciale pour comprendre ce qui se passe à Maurice. C'est-à-dire, je pense que la mise en avant de l'indianité et de l'hindouisme, par exemple, se joue plus au niveau de ces positionnements intra-hindous à Maurice qu'en fait vis-à-vis de l'Inde elle-même. Le fait d'avoir retrouvé sur un petit territoire cette confrontation entre deux sous-cultures hindoues qui ne se percutaient guère sur le territoire indien a fait qu'il y a eu des enjeux de positionnement idéologique très forts. Et comme cette veine le montre, je pense qu'un certain nombre de... Quand on tamoulise le vocabulaire, par exemple, du religieux dans un temple tamoul à Maurice, c'est pas tellement pour l'indianiser. Je pense que c'est pour se différencier de l'hindouisme d'Inde du Nord. Donc, quand on arrête d'appeler le temple la chapelle et qu'on l'appelle Coville, c'est pas tellement pour décatholiciser l'affaire. C'est surtout pour dire on n'est pas un mandir, on n'est pas un temple issu d'Inde du Nord. Donc, c'est un rapport qui est très important. Guy Carrel ou Johan, excusez-moi. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. En fait, je suis moi-même métis français, mauricien, Bhojpuri. Et j'avais une question sur la revendication des castes, dans le sens où, selon moi, il me paraît caduque que des Indiens venus par l'engagisme revendiquent une caste, alors que peut-être que dans les faits, les gens qui ont les plus hautes castes sont peut-être les Gujaratis venus au XVIIIe siècle. Et donc, parce que, alors vous m'arrêterez à la fin de ma question si je me trompe, mais peut-être que les gens qui les engageaient, en fait, de base en Inde, que ce soit au Bihar, au Tamil Nadu, venaient de basse caste. Et donc, en fait, comment détecter quelle caste on est arrivé à Maurice, surtout que je sais que j'ai même un cousin qui, une fois qu'il était en Inde, et juste avec son nom de famille, on a remarqué qu'il était d'origine de basse caste, en fait. Donc, voilà, cette question entre peut-être des Indiens marchands arrivés au XVIIIe siècle. Et donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, il y a eu d'autres vagues migratoires qui complexifient effectivement le tableau. Il n'y a pas que l'engagisme, les Indiens sont arrivés. Il y avait des Indiens esclaves, 10% des esclaves à Maurice étaient indiens, ce qui représente quand même un certain nombre. Il y a eu des marchands, il y a eu des artisans tamouls aussi qui sont arrivés dès le XVIIIe siècle, des migrants libres, donc du coup. Donc, il y a plusieurs vagues migratoires qui complexifient le tableau, et en particulier le tableau de la caste, on est d'accord. Après, moi, je ne suis pas très inquiet sur le fait de l'impossibilité d'identifier la caste. Je crois qu'à nouveau, en Inde, ça peut être compliqué aussi. Oui, ce n'est pas écrit, et il y a des revendications qui peuvent sciemment brouiller les pistes. On peut rajouter à son patronyme, et ça se fait à Maurice, on peut rajouter Singh à son patronyme, alors que ça ne correspond pas du tout à sa caste, etc. Il y a des stratégies qui sont des stratégies qui consistent à évoluer à l'intérieur du système des castes et qui sont documentées en Inde et qu'on retrouve également à Maurice. Une caste entière peut changer de nom, ça a été le cas des Chamar, des Doussad à Maurice, qui ont changé leur nom, qui sont appelés Rajput, qui sont appelés...
je ne sais plus pour l'autre cas. Donc, ça existe, il existe ces stratégies-là, et l'engagisme, potentiellement, tout le monde est d'accord, a boosté ces stratégies-là, puisque certaines castes, certains individus de castes, ce n'est pas documenté, donc on reste dans l'hypothèse, mais c'est une hypothèse crédible, ont pu profiter, entre guillemets, de l'engagisme pour déclarer une caste un peu plus élevée au moment de l'inscription sur le bateau d'émigration. On est d'accord, mais on sait aussi que ça marchait dans l'autre sens, et que les brahmanes étaient très mal vus des planteurs qui ne voulaient pas de brahmanes parce qu'ils étaient éduqués, ils allaient monter des laboureurs contre son pouvoir, etc. Et en plus, ils ne savaient pas travailler manuellement, ce qui était un cliché totalement faux, mais peu importe. Donc, on demandait, certains brahmanes se sont gardés de déclarer leur caste brahmane au moment d'engager. Donc, il y a probablement eu des cartes qui ont été rebattues au moment de l'engagisme, mais ça ne me semble pas radicalement différent d'un système des castes ailleurs qu'à Maurice, globalement. D'accord, merci. S'il vous plaît, M. Long, ici. Hello? Oui, oui. M. Long? Oui, allez, M. Long. Oui. Est-ce que je peux me permettre peut-être de diverger un peu en dehors du sujet exact, mais juste pour venir à la population des îles Maurice? Moi, ici à Brossard et près de Montréal, je fréquente des Chinois d'origine des îles Maurice aussi. Est-ce que cette communauté chinoise, est-ce qu'elle est importante là-bas? Et est-ce que ce n'est pas un élément culturel qui peut avoir une influence sur la manière de voir comment dire, la hiérarchie sociale entre les gens, d'une part. D'autre part, tantôt, dans les pratiques religieuses, vous avez parlé des pratiques magico-religieuses. Est-ce que ça fait référence à une sorte d'animisme africain qui existait autrefois, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu? Merci. Merci beaucoup. Deux questions. Par rapport à la communauté chinoise, comme dans beaucoup de terres d'immigration, en termes de statistiques, c'est une communauté très faible. Je crois de tête que c'est 1%, 1,5% ou 2% maximum. En termes de pouvoir économique et de rôle socio-économique, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est sûr. Et la communauté chinoise a été créolisée comme d'autres communautés africaines, indiennes ou européennes ont été créolisées. Mais c'est vrai que ça joue un rôle assez important, ça complique à nouveau, je ne vais pas le répéter à chaque réponse parce que je crois que ce n'est pas une façon de se défausser, mais c'est ça, on peut compliquer l'image globale en rajoutant la communauté chinoise, effectivement, qui est importante, qui est présente dans les temples hindous aussi, dans les cérémonies hindoues, qui est présente dans les enjeux de recensement, par exemple, parce que elle va se déclarer bouddhiste, alors qu'il semblerait que les spécialistes de la Chine trouvent que leur activité dévotionnelle est spécialement bouddhiste, c'est une religion chinoise populaire qu'on retrouve, mais il y a des enjeux au moment de la déclaration au recensement. Sinon, ils vont se déclarer catholiques parce qu'ils sont majoritairement convertis au catholicisme, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient abandonné les pratiques du culte aux ancêtres ou des choses comme ça. Donc, oui, la catégorie, la communauté chinoise est intéressante parce qu'elle complique l'image et parce qu'elle interfère avec les autres communautés. Et le temple de Selven, le financeur, le patron, donc au sens rituel, le plus important de ce temple-là, était un membre de la communauté commerçante chinoise de Woodlands qui avait fait un don pour la reconstruction du temple à un moment donné. Donc oui, il y a des interrelations et il faudrait se garder, c'est ce que j'essaie de faire, de traiter de l'indianité comme si c'était une bulle étanche par rapport à d'autres communautés ou, comme la question l'a montré auparavant, comme si c'était une bulle arrivée uniquement à l'engagisme. Non, il y a aussi d'autres moments dans l'histoire qui ont construit cette indianité-là à Maurice. Tout à fait. Et il y a une deuxième question. Des pratiques magico-religieuses. Pratiques magico-religieuses.
Donc, terme compliqué, terme raccourci de ma part, je m'en excuse. Le fait est que le terme alternatif que je devrais utiliser, c'est sorcellerie, puisque c'est le terme qui est utilisé localement, mais qui pose aussi d'autres problèmes dans le cadre d'une conférence. Donc, magico-religieuse, ça n'a pas de référence spécifique aux pratiques africaines. Ça peut l'avoir, mais il y a aussi des pratiques indiennes, magico-religieuses, de sorcellerie, et il y a aussi des pratiques européennes. Et je me souviens d'une collègue qui travaillait plutôt sur la Réunion, mais qui expliquait le rite principal, qui est un rite poule noire, on dit. Donc, c'est le sacrifice d'un coq noir, et qui disait qu'on était incapable de décider d'où ça venait, puisque ce rite-là même existait en Europe au XIXe siècle, existait en Inde et existait en Afrique. Donc, on est dans une religion populaire. Est-ce qu'il faut chercher même les racines géographiques de ces cultes-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas capable de le faire et visiblement, d'autres personnes mieux informées ne peuvent pas le faire non plus. Donc, c'est assez intéressant. En tout cas, ce n'est pas une référence exclusive à l'Afrique, certainement. Merci. Chiara, tu avais une question, je crois. Pour en faire. Une petite question, mais tu as déjà répondu un peu, mais je me demandais si disons, des gens de la communauté africaine ou chinoise. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que oui, ils vont aller dans des lieux de culte hindous, mais est-ce que le contraire, est-ce que c'est un peu partout un mélange comme ça? Oui. Oui. Oui, globalement. Un métissage. Alors, globalement, oui. Pour des raisons qui me ramènent à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, chaque religion a été créolisée. Et créolisée, ça veut dire qu'elle est créolisée un peu de la même façon. Donc, il y a un hindouisme créole, mais il y a un catholicisme créole, il y a un islam créole. Donc, on retrouve des points communs et que chaque religion est arrivée sur des bases qui étaient des bases d'une religion populaire, très compliqué à décrire et je sais que ce n'est pas très satisfaisant comme qualificatif, mais et qui se retrouvaient sur un certain nombre de points, sur des rites votifs, sur des pratiques thérapeutiques et sur une exigence du quotidien aussi pragmatique qui faisait que si le spécialiste chinois il soigne mieux quand c'est coupé avec la machette dans la canne, c'est lui qu'on va voir. Si notre femme nous a trompé et que c'est le spécialiste indien qui règle mieux le problème, on va aller voir le spécialiste indien. Donc, il y a eu une circulation des communautés à l'intérieur de différents spécialistes religieux qui a été assez totale et qui, dit-on, a tendance à se raréfier, donc avec une crispation identitaire depuis, j'estime, au moins une génération, donc on va dire 20-25 ans, où là, ça devient mal vu en tout cas, donc j'imagine qu'on continue à le faire, mais c'est de façon beaucoup moins officielle, open, et c'est mal vu parce qu'il y a eu une institutionnalisation, parce que chaque religion, l'hindouisme, s'est doté d'une fédération des temples qui impose un certain... l'islam a fait pareil, donc il y a une orthodoxisation qui fait que, ce que je disais avec la tamoulisation, on comprend que quand on va dans une chapelle pour faire une prière qui est un sermon et qu'on fait un vœu à la divinité hindoue, qui s'appelle en plus ministre prince, par exemple, le chinois ou le créole d'origine africaine, il va volontiers. Quand on commence à appeler le temple un kobil, que la divinité c'est plus ministre prince, mais Muneshwaran, que la prière s'appelle la pousseille, qu'on ne comprend pas ce que dit le prêtre pendant la prière parce que c'est plus le créole, c'est le tamoul. On devine qu'il y a des bifurcations dans la fréquentation des différentes communautés à l'intérieur des temples. Donc oui, il y a une crispation identitaire à ce niveau-là qui détricote ce que 2 siècles de créolisation ont pu faire. Donc, toutes les questions d'appropriation culturelle, c'est intéressant de les penser dans ce contexte. Oui, et la créolité a un tel pas de côté par rapport à l'appropriation culturelle, puisque justement, la créolité, je parlais d'un projet politique, donc là, on se déplace un peu du côté Caraïbe, mais
on retrouve ça à Maurice. La créolité prône une absence de racines et prône un mélange et un obscurcissement de l'identité volontiers. Et c'est un projet politique, c'est un projet efficace de lutte contre les pouvoirs qui ont oppressé pendant tant d'années. Donc, c'est un pouvoir politique qui repose sur une appropriation culturelle, on pourrait dire, si on provoquait un petit peu, revendiquée. Moi, je vais obscurcir les affiliations communautaires, religieuses que vous avez voulu m'imposer, que vous avez décidé pour moi à ma place. Je suis noir, je suis indien, ou alors je suis hindou. Ça pose des problèmes, Maurice. Les hindous, ils sont arrivés sur la plantation, ils passaient leur temps à partager les cultes, le muharram avec les musulmans. Le planteur a dit, mais c'est pas vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes hindou, vous allez voir les musulmans. Mais au 19e siècle, hindou en Inde, ça ne voulait pas dire grand-chose, le terme même n'existait pas. Donc, ce brouillage des catégories identitaires qui a été boosté par la créolisation, c'est un déni complet du souci d'appropriation culturelle. Ça ne peut pas exister en termes créoles, ça va le devenir, hein, mais pour l'instant. C'est vrai si je disais que c'était un hindouisme hybride. Oui, c'est un terme que j'ai pensé utiliser. Je garde créole parce qu'il y a certaines connotations qui m'intéressent, mais un hindouisme métis me convenait, avec une précaution qui est que ça n'a pas atteint du langagisme. Donc j'essaie d'aller plus loin, même si c'est pareil, c'est peut-être qu'il y a une once de provocation là-dedans, mais sincère alors, qui est que l'hindouisme a toujours été métis. L'hindouisme est né dans des contacts avec l'islam, même si ça ne s'appelait pas l'islam, avec la colonisation britannique, avec les populations indigènes avant l'hindouisme. Donc l'hindouisme n'est pas une entité pure, par essence. Donc oui, c'est un hindouisme hybride, mais comme toute tradition, comme toute religion, comme toute culture, c'est jamais un vase clos, on est toujours dans du contact, et le contact a toujours existé. On a suffisamment reproché aux ethnologues de ne pas prendre en compte l'évolution et le fait qu'on inventait des unités pures, etc., pour maintenant reconnaître qu'effectivement, historiquement, l'hindouisme, depuis des siècles, a vécu dans le contact, et les populations hindoues ont vécu dans le contact avec d'autres traditions multiples. Et si je me réfère à la séance d'hier, par rapport à vos observations de la ville de Salvani. Selven. Oui, c'est Selven. Merci beaucoup. Et le rapport avec la divinité, c'est une commune ou une cohabitation? Selven a un rapport très pragmatique à la religion, à la dévotion. C'est aussi, et c'est là aussi que c'est intéressant, de faire cette étude-là après avoir fait une étude en Inde. C'est-à-dire que moi, je vois dans les temples à Maurice, les temples hindous à Maurice, le prêtre est sous contrat. Donc, c'est un employé du temple. Il décide de pas grand-chose. Il ne décide pas si telle cérémonie va se faire, etc. C'est une société du temple qui décide. Le prêtre est sous contrat, il peut être licencié, on peut lui taper sur les doigts, on peut lui imposer des heures supplémentaires. Donc, le prêtre est vraiment un employé de bas statut. Et quand les hindous à Maurice voient ça, quand les autres communautés voient ce qui se passe, ils disent bah, mais ça, c'est parce qu'avec l'engagisme, on a perdu les brahmanes ne se sont pas engagés, donc la caste qui normalement fait le culte, donc on finit avec des employés. Mais le fait est qu'en Inde, les prêtres de temple sont aussi de très bas statut. Ce n'est pas du tout prestigieux d'être employé de temple. Donc à nouveau, moi je vois plus une continuité là qu'une rupture. Mais parce qu'il y a eu une rupture historique dans le passage à Maurice, on a tendance à lire toutes les ruptures à Maurice comme des ruptures dues à l'engagisme. Celle-là, par exemple, ne l'est pas. Selven se voit comme un prêtre, comme un employé. Il va dire aussi qu'il est assistant social, qu'il fait d'autres, parce qu'il aide les membres de sa paroisse, etc. Et quand je lui parle de foi, par exemple, en utilisant le terme créole pour ne pas imposer ma catégorie, il me montre certains de ses paroissiens
qui ont beaucoup plus de foi que lui, et il me montre un créole catholique qui fait toutes les marches sur le feu. Il me dit, lui, il a la foi. Lui, il est prêtre, c'est un technicien du culte, donc il n'a pas un rapport très intime, ou en tout cas pas celui qu'on envisagerait avec sa divinité. Mais c'est propre à l'hindouisme en général. Dans le clavardage, j'avais une question de Gabriela par rapport à la mobilité à l'intérieur des castes. Si on change de caste, est-ce que ça serait le résultat de la créolisation? C'était la question de Gabriela, si je la un peu rephrasée là. Oui, pardon, je ne faisais pas acte de présence à votre conférence, mais au travail. J'ai pris le temps d'être à la conférence. Oui, est-ce que la question est bien présentée, par exemple, Gabriela? Oui. En fait, c'est que j'ai interviewé beaucoup de personnes d'origine mauricienne à Montréal en travaillant sur l'hindouisme. Et puis, beaucoup d'entre eux, justement, ont des visions diverses par rapport aux castes et ont vécu beaucoup de persécutions. Cela étant dit, je sais qu'il y a beaucoup de mouvements par rapport à ça. Puis, on a eu un échange dans le chat par rapport à se décastrer ou se recastrer à partir du processus migratoire. Donc, je me demandais si ça pouvait être considéré justement comme une créolisation de l'hindouisme. La question est passionnante et là, on touche quelque chose de crucial. J'aurais tendance à dire non d'emblée parce que je pense que j'ai tendance à plutôt lire ces mobilités, ces stratégies de mobilité de caste où on essaie de se décaster, où on essaye de faire évoluer son identité de caste ou de revendiquer une autre identité comme une stratégie que je reconnais dans le système des castes indien. Donc, j'ai tendance à voir ça plutôt comme une continuité avec le système des castes indiens, plutôt que comme une rupture propre à la créolisation. Après, une autre question qui est un petit peu sous-tendue par votre remarque, ce serait qu'est-ce que les créoles ont fait à la caste, enfin, qu'est-ce que le fait de fréquenter des créoles fait? Parce que l'originalité de Maurice par rapport à l'Inde, vis-à-vis du système des castes, c'est que le système des castes, il concerne l'ensemble de la société indienne. Et là, on a un système des castes qui concerne uniquement les communautés indiennes. C'est-à-dire que ni les créoles d'origine africaine ou d'origine blanche européenne, ni les Chinois, ni d'autres populations, mais en gros on a fait le tour, ni n'ont affaire au système des castes, ni ne connaissent le système des castes. Ils ne comprennent absolument rien. Le seul truc, c'est qu'ils disent qu'au moment des élections, tous les partis s'arrangent pour mettre un candidat de la caste qui correspond à la caste la mieux représentée dans la circonscription du candidat. Donc on sait qu'il y a ces manipulations politiques-là. Mais sinon, ils ne connaissent pas le système des castes. Donc, ce serait intéressant de voir ce que la créolisation et les communautés non-hindoues ont fait à la caste, sachant que dans l'endogamie, il y a aussi ça. Il y a aussi des cas d'exogamie communautaire, donc d'hindous qui se sont mariés avec des non-hindous. Il suffit de renvoyer, par exemple, à la littérature mauricienne, Ananda Devi ou Natasha Panna ou des choses comme ça, et on réalise que l'occurrence des problèmes créés par des mariages qui ne correspondent pas à la caste sont largement aussi présents que le problème de mariage entre communautés, hein, les deux existent, mais le mariage en dehors de la caste est très très problématique et on le retrouve souvent dans la littérature mauricienne. Ouais, j'ai pas trop répondu à la question. Sincèrement, c'est un point passionnant et qu'il faudrait creuser, mais je ne peux pas en dire plus. Mais si je peux me permettre un commentaire, moi j'apprécie beaucoup le fait que tu revisites également la caste en Inde, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est stagnant, c'est toujours en mouvement avec, entre autres, cette sensibilisation qu'on retrouve à différentes époques et dans différentes castes également. Mais si je peux me permettre deux petites questions en lien avec l'histoire de vie de Selven.
D'une part, je voudrais savoir quelle méthodologie, comment tu as procédé pour dresser son histoire de vie, d'une part. Et d'autre part, si à l'intérieur de celle-ci, il a fait référence à l'expérience qu'il a eue lorsqu'il était en Inde, en tant qu'hindou mauricien, comment il était perçu par les hindous indiens. Merci Mathieu. Pour la méthodologie, il y avait deux pans. Le premier pan, c'était pas le premier pan chronologique, mais c'était un certain nombre d'entretiens assez formels. Donc, je me rendais au temple, on avait rendez-vous, et s'il était là et disponible, on allait à son bureau et il me racontait sa vie. Il avait parfaitement compris ce que je cherchais. Enfin, parfaitement, j'imagine que c'est incompréhensible de l'extérieur totalement, mais il avait très bien compris ce que je cherchais. Il appréciait ce travail et il a eu en plus l'élégance de ne pas utiliser mon rôle, puisque je lui apportais quand même, connaissant en tant qu'ethnologue, par mon intérêt, je lui apportais un certain prestige pour ces choses comme ça. Il est toujours resté très discret à ce niveau-là. Donc ça s'est bien passé, mais donc il y a cette phase-là avec des entretiens formels où il m'a raconté sa vie et où moi je disais pas grand-chose en essayant d'orienter le moins possible. Est-ce qu'il souhaitait, est-ce que ça lui venait de façon chronologique, est-ce que ça lui venait d'une autre façon? C'est lui qui a raconté les affaires. Je trouve que c'était tout à fait chronologique, tout à fait une histoire de vie comme on attendrait dans nos cultures. Donc, j'ai pu noter ça. Et l'essentiel du reste de l'enquête / histoire de vie, ça a été du temps passé avec lui, dans son temps, au moment des cérémonies quotidiennes ou des cérémonies plus occasionnelles. Et d'une espèce de débriefing systématique, c'est-à-dire que chaque fois que j'avais une question à lui poser, c'était soit un interlocuteur qui je savais qu'il pouvait me répondre, soit un excellent prétexte pour moi, entre guillemets, pour lui soumettre une question de plus qui déviait sur d'autres interrogations. Et puis, avec cet avantage du long terme dans l'enquête, les questions ont pu changer au fur et à mesure et les réponses changeaient. Donc, je n'avais aucune critique, par exemple, sur la communauté tamoule au début de l'enquête, parce qu'il n'avait pas les partagé avec moi. Et au fur et à mesure, l'image s'est un peu complexifiée, et puis j'ai pu rendre compte d'un certain nombre de tensions à l'intérieur de sa communauté, de la Fédération des temples tamouls, de ses pratiques qui ne sont pas orthodoxes, pas si orthodoxes que ça, etc. Et puis, grâce à ce long terme-là aussi, j'ai pu passer un peu le cap et j'ai pu participer comme consultant. J'ai été consultant de ces pratiques il a fait des rites pour moi, des rites thérapeutiques, des rites magico-religieux, des rites. Donc on a pu passer le rapport simplement d'entretien. Et puis, les choses se sont faites de façon assez naturelle, mais grâce à ce long terme. Et le dernier pan de la méthode, de l'enquête qui reste à faire, c'est récemment, il m'a invité à le suivre dans un voyage qu'il organise pour ses pèlerins, pour les dévots de sa paroisse en Inde. Et il voulait que j'en sois, ce qui est un projet absolument passionnant. J'adorerais aller en Inde avec lui, en particulier. Je fais le lien avec ton autre question pour voir quelle est la perception des hindous indiens sur les hindous mauriciens. Lui-même, rapidement, parle assez peu de ça. Tu as pu deviner qu'en fait, il a une image assez détestable de l'Inde au quotidien. Tout ce qui n'est pas religion au sens strict, mais vraiment puissance religieuse. La puissance religieuse en Inde, mais tout le reste, vraiment, est l'objet de critiques assez virulentes.
y compris ça va aller jusqu'à l'organisation des horaires du temple. C'est-à-dire que quand je disais qu'à Maurice, les temples sont ouverts de 3 heures par jour, c'est difficile de faire une enquête parce qu'ils sont pas assez ouverts, pas très vivants et tout. Il disait, ouais, mais en Inde, ils ne travaillent pas, donc ils peuvent aller sans arrêt forcément dans le temple. C'est pas qu'ils sont plus dévots que nous, mais c'est. Donc, il y a vraiment une vision assez négative de l'Inde en tant que telle, et lui se voit comme un dévot particulièrement chanceux de pouvoir voir sa divinité quand il est en Inde. Là, oui, il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus. Par contre, il ne parle pas tellement de. Ni je n'ai eu accès à l'image que les Indo-Indiens lui renvoient de son hindouisme. Ça serait l'occasion, cette enquête-là, de résoudre ce point-là, et qui est passionnant et qui est clé. Merci. Mais j'imagine que s'il a été initié par un prêtre brahman, c'est qu'on lui a reconnu une certaine quelque chose. Ben, tu vois, c'est un détail qui serait intéressant, mais je pense qu'un prêtre mauricien initié par un prêtre hindou, je pense qu'en Inde, il n'est pas du tout reconnu. Je suis d'accord que ça poserait de gros problèmes. Et par exemple, il a le cordon brahmanique. Je ne sais pas s'il le porterait en Inde, je ne sais pas comment il ferait, mais à Maurice, ça ne pose pas de problème parce que, voilà, plein de raisons. En Inde, je ne sais pas. Je serais très curieux et pas très confiant pour ce qui est du prestige qu'il pourrait avoir en tant qu'autorité religieuse. Je ne suis pas sûr qu'on lui confère celle qu'on lui confère à Maurice. Et comme il y est avec ses dévots et pour une espèce de. Quand même il n'y a même pas d'interprète, il parle vraiment tamil couramment. Donc il va servir souvent ça va être lui qui mènera les interactions avec l'Inde. Il sera le seul à parler tamoul. Ça va quand même être un sujet potentiellement d'interrogation de la part au moins des Indo-Indiens, à moins qu'ils se rendent uniquement dans les temples avec lesquels il a des réseaux depuis qu'il a fait sa formation en Inde. Donc, tout ça restera démêlé, mais serait passionnant, c'est sûr. Oui, ce serait tout à fait intéressant. Oui, Pour curiosité, je trouve que ce voyage est une occasion ethnographique incroyable. Et je me posais la question de comment il a présenté ce voyage à toi, mais aussi à ses dévots, comment il a visualisé les voyages, un retour aux origines, une visite des temples, avec contact les divinités, comment il est anticipé par lui-même et par les participants. Oui, ben ce serait l'idéal. J'ai commencé à réfléchir. Il faudrait faire un terrain à Maurice déjà en amont, tu vois, voir comment est vendu ce séjour-là. Moi, quand j'y étais, il était en train de le mettre en place. Il montrait sur son téléphone le bus qu'il a réservé, les hôtels qu'il a réservés. Il y a le programme avec pas mal de temples et pas mal de shopping aussi réservé, tu vois. Donc tout est déjà bien établi. Il y avait déjà le nombre de paroissiens qui s'étaient inscrits, etc. Moi, mon guess, hein, mais il faudrait faire l'enquête, mais mon guess, c'est que tout ça est vendu de façon assez simple, assez pragmatique, et que, évidemment, c'est un retour aux racines. Mais je ne suis pas sûr que ce soit d'une émotion, tu vois, très forte. Ce qui n'est pas toujours le cas, une étudiante d'Arlini Kanabadi qui travaille sur l'hindouisme à La Réunion a suivi un groupe de dévots réunionnais au Tamil Nadu, et il y a eu beaucoup d'émotions. On descend de l'avion, on embrasse le sol. Donc, ça dépend des configurations, mais je dirais que ce ne serait pas le cas ici, mais voilà, il reste le terrain. Intégrer. Je trouve que la relation à long terme que tu as avec ce prêtre est vraiment précieuse, et j'imagine que tu as observé des changements des discours à plusieurs reprises. Alors, je ne connais vraiment pas bien le terrain. Tu as parlé d'une grandissante référence à l'orthodoxie hindoue. Est-ce qu'il a incorporé, adopté ces discours, et comment est-ce que tu as vu des changements par rapport à son comportement et son discours à ce niveau-là?
En fait, la relation est sur le long terme. L'essentiel du terrain s'est fait dans les premières années de la relation. Et la principale évolution qui a eu lieu, c'est qu'il a abandonné le temple où il était donc employé et il a fondé son propre temple. Il y a 2 ans de cela. Donc, je n'ai pas intégré à l'enquête parce que c'est un autre volet pour le coup. Et c'est un temple à sa divinité principale, sa divinité de prédilection personnelle, parce que comme tu es un employé de la Fédération des temples, on t'affecte à un temple et ta divinité, toi en tant qu'individu, peut être Mariamen, et en fait, on t'affecte à un temple de Muruga. Ce n'est pas leur problème. Tu es là comme tu es un fonctionnaire, tu es affecté. Donc là, il a fondé un temple à sa divinité grâce à une donation venue de l'Occident, d'Australie, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Hein. Il est appelé à Paris pour faire des rituels funéraires, des choses comme ça. Bon. Son réseau s'agrandit au fur et à mesure des années. Et la principale nouveauté, c'est ça, c'est que maintenant il a un temple. Il choisit l'organisation vraiment des rituels, il choisit des langues qu'il emploie, il choisit des jours et où il prend une carrure supplémentaire au moment des sermons. Il y a beaucoup de sermons dans l'hindouisme mauricien, déjà, où on explique aux dévots ce qui se passe. Donc là, l'orthodoxisation se sent dans ces discours où, on va dire, en gros, nos ancêtres ont perdu l'hindouisme tel qu'il se pratique normalement et on doit réapprendre, donc je vais vous expliquer pourquoi il faut faire telle cérémonie, tel jour, c'est parce que c'est la lune qui est là, face à... Donc il y a beaucoup de pédagogie et c'est une pédagogie tournée vers l'orthodoxie qui est très culpabilisante, par exemple, on va dire, il y a quelqu'un qu'on appelle bonhomme la paille, qui est en fait un bonhomme fait de ballots de paille et qu'on brûle en tournant autour du temple pour purifier au début d'une cérémonie, qui a un nom de l'hindouisme que j'ai oublié, parce que ce n'est pas celui qui est utilisé sur le terrain. Et il critique les dévots qui appellent ça bonhomme la paille, donc vraiment terminologie créole, et parce que c'est pas bonhomme la paille, c'est Agni, c'est tu vois, le dieu du feu, c'est la purification, que c'est une erreur, c'est à peine si ça ressemble à un bonhomme pour lui, alors que je pense qu'on est vraiment dans une anthropomorphisation très claire. Donc voilà, il y a ces tendances-là à critiquer un aspect un peu trop enfantin, superstitieux chez le dévot créole, créolisé, qui est lui une tendance à tendre vers l'orthodoxie, très clairement. Je pense là-dessus, on va clore la session d'aujourd'hui. Et vous êtes tous et toutes invités à la dernière rencontre demain, même heure, même poste. Alors, merci infiniment, Mathieu. Merci, Mathieu. Oui. Merci.